Bien voilà, je pense que toutes les personnes qui ont répondu à notre invitation sont là, donc je vous propose de commencer en vous remerciant d'abord d'avoir accepté cette invitation, en soulignant le fait que ce n'est pas très courant que le CEGEC invite la presse dans une conférence, et même plutôt exceptionnel dans son histoire. C'est donc pas une décision que nous avons prise à l'emporte-pièce. Je vais vous présenter mes deux collègues. Laetitia Berger, c'est elle qui est la directrice de tout l'enseignement fondamental, donc il va reprendre tous les maternelles et tout le primaire, ce qui représente à peu près 40% de l'ensemble des têtes blondes, tout réseau confondu. Et puis j'ai à ma droite Patrick Lénart, qui lui est le directeur de l'enseignement secondaire, dont toutes les écoles représentent plus de 60% de l'ensemble des élèves en fédération au niveau 7. Ce qui fait dire que le CEGEC représente un élève sur deux, c'est la moyenne des deux en tant que tel. Alors on a prévu cette conférence de presse vraiment en deux grands temps. Une partie, on voulait vous exposer une série de choses, et puis après, on est évidemment largement ouvert à vos questions, auxquelles on essaie de répondre sans langue de bois. Volonté 1, de refaire un point sur la situation et d'expliquer le titre que nous avons choisi pour cette conférence de presse. 2, et c'est vraiment essentiel pour nous, et c'est Laetitia qui le fera, c'est de bien expliquer cette transition entre le fondamental et la première secondaire, ce qui justifie notre appel, notre cri d'appel du moment. Et puis, je crois que vous le savez, le CEGEC s'implique, travaille avec les autres réseaux, travaille avec le pouvoir régulateur de manière régulière, est une force de proposition. Et nous avons fait des propositions. La ministre n'a pas voulu nous recevoir, la ministre n'a pas voulu qu'on en discute. Et donc aujourd'hui, on prend nos responsabilités, et Patrick va vous expliquer quelles sont les grandes lignes et les grands principes de la proposition que nous faisons pour être dans le cadre d'une déclaration politique communautaire. Donc la posture du CEGEC, soyons clairs, est une posture qui se veut responsable. On n'est pas frondeur, on n'est pas en train de vouloir casser un accord de gouvernement, on est en train de dire qu'il y a moyen de vivre, de faire vivre le projet à l'intérieur d'une déclaration politique communautaire. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aborder ça. Donc en ce qui me concerne, je vais essayer de reposer le cadre et vous expliquer le titre. Donc on est véritablement dans un flou, et pire qu'un flou, dans le silence. On peut avoir le flou, c'est-à-dire une masse d'informations qu'on ne sait plus décoder tellement il y en a. Aujourd'hui, c'est le flou parce qu'il n'y a pas d'informations, si ce n'est des rumeurs, qui sont glanées à gauche et à droite. Bref, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, nous semble-t-il, pour pouvoir avoir une attitude qui est responsable, dynamique. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu proposer des pistes concrètes. Alors si je remets les choses en perspective, je vais le faire à deux niveaux. Vraiment, je ne vais pas vous refaire l'histoire du pacte, mais vraiment réinsister sur quelques petits éléments clés. 1, 2017, la grande aventure commence, avis numéro 3. Gentiment, nous rappelons que le CEGEC, sa position, c'était la fin du tronc commun en deuxième année. Mais qu'il y a eu toute une série de propositions autour de la table qui ont fait qu'il y a eu un grand compromis équilibré, subtil, et le CEGEC a signé sur toute une série de points, dont un tronc commun qui se termine en troisième. Et aujourd'hui, le CEGEC n'a aucune raison de remettre en cause le principe selon lequel on pousse un tronc commun jusqu'à la troisième, mais comme Patrick vous l'expliquera, avec des latitudes raisonnables qu'on peut accepter. Deuxième chose qui est importante, et je vais simplement repartir du mois de mai. En janvier, les acteurs du pacte demandent à la ministre que le gouvernement prenne le temps d'un week-end pour rediscuter avec tous les acteurs du pacte d'où on en est, vers où on veut aller. La réponse de la ministre, c'est d'organiser une mise au vert où on a 15 minutes la ministre-présidente qui vient faire un discours et puis qui s'en va, où elle a invité 120 personnes, dont je dirais un tiers sont des acteurs du pacte, et à la grande surprise de tout le monde, la conclusion de tous ces acteurs, sauf du syndicat libéral, dont vous connaissez le poids au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire on est sous la barre des 10%, eh bien,
tout le monde dit, le pacte, c'est ce que nous voulons, le tronc commun, c'est ce que nous voulons, mais bien entendu, chacun a toute une série de petites nuances qu'il faut mettre autour de la table et par rapport auxquelles il faut essayer de trouver des solutions. À la conclusion de cette mise au vert, la ministre dit « J'ai entendu la position des acteurs, j'ai entendu des propositions intéressantes dans certains groupes de travail, et c'est pour ça que le CEGEC a fait des propositions très rapidement. Il y avait un appel du pied, et elle nous annonce à ce moment-là que nous aurons un retour, on va dire, avant le 21 juillet. On a peut-être oublié de lui demander de quelle année, mais en tout cas, le 21 juillet, il n'y avait pas de retour, et nous sommes le 11 septembre, et il n'y a toujours pas de retour. En juin, nous avons déposé une proposition que Patrick vous présentera. On a demandé à être reçu, on n'a pas été reçu. On a demandé qu'on remette les acteurs du pacte autour de la table, ça n'a pas été fait. En août 2025, le CEGEC organise son université d'été classique. Nous choisissons un thème très important, c'est la relation entre l'école et le monde des entreprises et des organisations sociales. Pourquoi est-ce qu'on choisit ça? Parce qu'une partie du pacte et une partie du tronc commun, c'est l'orientant, c'est-à-dire le partenariat entre l'école et les milieux des organisations sociales et des milieux de l'entreprise. Donc on fait un geste énorme en organisant ça, en partenariat, on va même plus loin. La conclusion université d'été, c'est Frédéric Panier et moi-même qui la faisons ensemble pour montrer l'union que l'on veut porter. Madame la ministre est présente. Nous rappelons, et c'est Frédéric Panier qui le fait, il rappelle toute l'importance du tronc commun et toute l'importance de prendre des positions rapidement, etc. Je ne vous fais pas le discours de ACT, de PSI et de l'UCM, mais vous savez qu'ils sont soutenants dans le côté orientant du tronc commun. Donc la ministre entend bien notre appel et l'urgence, et l'on est le 20 août. Le 4 septembre, c'est la semaine passée, tout le monde se ramasse. Un courrier qui vient de l'Institut de formation en interréseau, qui reporte à une date inconnue toutes les formations pour les directeurs et pour les enseignants dans le cadre de la préparation du tronc commun en S1, je vous le rappelle, du 25-26 août 2026. 25-26 août 2026. Et donc on nous annonce, alors que nos directions, en juin, ils ont insisté, donnez-nous les gens qui viendront, on fait des plannings, etc. Même pas 2 mois plus tard, on leur dit, tout est annulé, les gars, on ne sait pas à quand. Sauf que dans le courrier, on dit ceci. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles travaille actuellement à la redéfinition du degré inférieur de l'enseignement secondaire S1, S2 et S3. Dans l'attente de ces décisions, certaines formations prévues pour accompagner cette réforme doivent être adaptées. Donc, c'est ce qu'on nous écrit. C'est quand même plus qu'inquiétant, non seulement par rapport au délai qu'on a, mais par rapport aussi à la déclaration même de la politique communautaire qui dit quand même clairement qu'on ne touchera pas au tronc commun, mais qu'il y aura des adaptations de la 3e, on ne parle pas ni de la S1 ni de la S2. Fin de la semaine passée aussi, alors Madame Berger vous a amené les programmes qui existent au niveau du fondamental. Monsieur Lénars pourrait vous amener les programmes de première. Ils ont été validés aussi fin de semaine passée. Donc tous les programmes pour la S1 ont été validés par l'administration. Si j'insiste là-dessus, c'est pour dire, c'est certainement pas le monde de l'enseignement. Et je peux vous dire que j'en ai parfois ras-le-bol que l'on dise que les enseignants sont des gens qui ont bien le temps, n'aiment pas le changement, finalement ils vivent d'eau douce et de pain. Non, on a travaillé à préparer ce tronc commun, et pas de hier, mais d'avant-hier, et on a envie de continuer, et on sait qu'il ne faut pas casser cette dynamique. C'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, dernier élément que je voudrais donner sur les éléments d'histoire, c'est que vous pouvez l'imaginer, quand les directions d'école ont reçu ce courrier qui leur dit on reporte au calendrier grec les formations, ils se sont dit mais là c'est un coup de massue, quoi. Je veux dire, ils finissent de préparer leur rentrée et on leur dit vous savez, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Et là, on a véritablement une grogne. Je crois que d'ailleurs demain, vous
vous serez tous informés de l'expression de leur grogne. Et nous sommes clairement poussés aussi dans le dos par nos affiliés, qu'ils soient des pouvoirs organisateurs, et par leurs opérateurs de terrain que sont des directeurs. Donc il y a vraiment une dynamique forte qui nous pousse aujourd'hui à sortir d'un silence qui a toujours été comme volonté de pouvoir discuter autour d'une table. Et ce matin, j'ai écrit à la ministre pour lui dire qu'il y avait cette conférence de presse, et j'ai justifié le fait qu'on le faisait à un moment donné, en disant que nous avons sollicité de nous retrouver autour d'une table, mais il n'y a plus de table officielle autour de laquelle on peut discuter et on peut construire. Autant, nous avons du respect pour le pouvoir régulateur. Autant, on fait notre job dans un cadre qui a été défini. Mais on ne peut pas mettre des gens dans des conditions qui ne leur permettent pas de remplir leur contrat. Et c'est ça qu'on dénonce. On veut faire notre job, mais on n'est pas dans les conditions pour le faire. Dernier petit élément sur lequel je voulais insister, et je vous le projette juste là, un instant. J'ai parfois entendu dire, de la part de la ministre, qu'en fait le CEGEC, il est demandeur du tronc commun, parce qu'en fait, lui, il ne paie rien dans le tronc commun. Donc moi, je vais être cash sur un sujet comme celui-là. Ça, c'est la part de marché de chacun des réseaux dans chacun des niveaux d'enseignement. Vous voyez qu'au niveau de l'enseignement maternel et primaire, nous faisons une quarantaine de pourcents. Ce qui est en orange, c'est l'enseignement communal. Sont des partenaires intelligents avec lesquels on construit des choses régulièrement. Au niveau de l'enseignement secondaire, on fait 61,2% de tout l'enseignement secondaire. Et dans l'enseignement qualifiant, eh bien, notre part de marché, elle est aussi particulièrement importante. Regardez la petite tarte sur la droite de l'écran. Eh bien, le CEGEC, il fait 55% de l'enseignement qualifiant. Donc ça veut dire que le CEGEC sera massivement impacté par les mesures. Et j'ai envie de dire, proportionnellement, pas moins impacté que d'autres. Donc, faire croire que le CEGEC, il défend le tronc commun parce qu'il pense que, parce qu'il a fait des calculs, il est gagnant dans l'aventure, nous on dit, ce n'est pas vrai. On est bien conscient qu'il y aura des pertes d'emploi et des requalifications professionnelles nécessaires. Notre collègue de l'enseignement pour adultes, discrètement, est dans la classe. C'est l'enseignement pour adultes qui est chargé de faire des formations pour requalifier des enseignants qui perdront leur boulot, principalement dans ce qu'on appelle FMTTM et le numérique. Donc il y a une collaboration et il y a des choses qui sont prévues. Tout devait commencer au mois de novembre et récemment, elle a appris qu'on n'allait pas se précipiter parce qu'il y allait avoir des modifications au niveau de la S1. Donc je voulais simplement remettre l'église au milieu du village en disant oui, le CEGEC, il est impacté comme les autres et ce n'est pas l'impact social qui était le seul paramètre qui devait amener à repenser le tronc commun, c'était plutôt une vision de société et la volonté d'améliorer. Ça, c'est le deuxième bruit de couloir que je voudrais quand même bien casser. C'est que c'est insupportable d'entendre dire qu'on nivelle le niveau par le bas. Il y a eu une volonté de faire des référentiels qui vont être communs à tous les réseaux, qui veulent amener les jeunes le plus loin possible dans la maîtrise des compétences. Et une société, et on le sait, l'Europe, sa richesse, ce n'est pas ses ressources minières ni pétrolières, c'est son intelligence et sa capacité à faire évoluer les techniques et la science. Et donc on a intérêt à avoir, et c'est en ça qu'avec Frédéric Panier et ACT, on est évidemment main dans la main, on a compris que nous avions intérêt à tirer vers le haut un maximum de personnes. Donc c'est certainement pas un nivellement par le bas, c'est même le contraire, une volonté d'amener le plus grand nombre à des compétences minimum pour être des acteurs et travailleurs de qualité demain. Voilà, j'ai posé le cadre. Je laisse à Laetitia le soin de bien vous expliquer ce lien entre la sixième, le fondamental et le secondaire, et puis Patrick vous dévoilera comment nous voyons les choses sur un plan opérationnel. Ça va rester jusqu'à la fin. Vers le meilleur pour la fin.
Mais donc d'abord, nous avons écrit des programmes en lien avec les référentiels, en continuité entre le fondamental et le secondaire. Donc c'était la première chose que je voulais évoquer. Et je confirme que nous sommes interpellés par le terrain, par des enseignants et des directions qui sont inquiets. Et donc pour nous, la rupture à l'issue de la 6e primaire n'est pas une option. Et donc 2 focus pour nous sont primordiaux: la qualité des apprentissages, mais aussi le suivi des élèves. Si on crée une rupture entre la 6e primaire et la première secondaire, on n'aura rien gagné, on aura même tout perdu. Et donc ces 2 focus-là, pour moi, sont primordiaux. Et sur cet aspect, d'ailleurs, le gouvernement et nous, on est préoccupés jusqu'ici par les mêmes thématiques. Quand on entend clé, la qualité des apprentissages, ce qui est mis en route pour suivre les élèves par des dossiers pédagogiques. Sauf que le signal qu'on donne aujourd'hui de stop ou encore fait l'inverse, l'effet inverse sur le terrain. Et donc, on est interpellé par une potentielle réforme dans la réforme. On nous demande, tiens, est-ce qu'on va encore avoir une autre réforme par rapport à tout ce qui est mis en place actuellement? Et donc, les enseignants, les directions, mais aussi les élèves et leurs parents doivent être rassurés, et ça, cela devient urgent. Donc, pour nous, il est indispensable d'empêcher cette rupture et de créer quelque part cette perte de confiance des enseignants en poursuivant les 2 axes principaux du pacte, à savoir la bonne gouvernance et les nouveaux programmes en lien avec les référentiels. Et en soi, la continuité est primordiale entre la 6e primaire et le première secondaire. Alors qu'est-ce qu'on va dire actuellement, ou quelle perspective on va donner aux élèves qui sont actuellement en 6e primaire? Eh bien, on n'en sait rien. Ils vont sortir ici en juin 2026 dans un tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire. Et donc, j'avoue qu'on est un peu inquiet pour les élèves et pour leurs parents. Les visites d'école dans le secondaire vont commencer au mois de novembre. Comment les choix vont se faire? Quel discours va-t-il être tenu? C'est un grand questionnement. Et puis, il y a aussi le respect du travail réalisé jusqu'ici. Ça fait depuis 2020 qu'on travaille sur les nouveaux programmes, que les formations au programme dans les équipes maternelles et primaires sont en route. Et donc, on provoque une incertitude sur le terrain qui est vraiment pas judicieuse. Les maternelles et les primaires ont fait leur job. On ne doit pas rougir de toutes les avancées en matière de cursus d'apprentissage et en matière de gouvernance. Tous les programmes que vous voyez ici sont dans les écoles. Et donc, il est indispensable pour nous de poursuivre, pour le bien des élèves, en premier, le travail qui a été mené jusqu'ici. Et donc, je le répète, et je l'ai déjà dit dans d'autres lieux, mais pour nous, il est hors de question de couper les racines de l'arbre qui a déjà du mal à fleurir. Voilà, donc ça, je termine par ça, mais c'est comme si on mettait de côté tout le travail déjà mené jusqu'ici et le grandissement des élèves dans toutes les facettes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Merci, bonjour à toutes et tous. Et donc parce que nous on parle un peu parfois en termes de spécialistes, la rupture, c'est cette idée que certains disent on pourrait faire un moratoire. Les élèves sortent de 6e et finalement poursuivent dans ce qui existe. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce que Laetitia précise, c'est que les cours qu'ont suivis les élèves en primaire ne sont plus les mêmes qu'avant. Ce ne sont plus les mêmes matières, ce ne sont plus les mêmes contenus d'apprentissage, ça n'est plus le même ordre d'apprentissage, donc tout a été repensé. Donc dire on peut sortir de primaire et faire un moratoire, des élèves auront eu des apprentissages en 6e primaire, qu'ils auront de nouveau à la limite en première secondaire, voire l'inverse. On a déplacé des apprentissages parce que ça faisait une logique. Ils pourraient ne pas avoir eu des apprentissages et aller en première où c'était prévu. Et si on reste dans l'ancien programme, ben, ils ne les auront pas. Donc si on met en avant la qualité des apprentissages, alors la rupture n'est pas possible. Et donc on met sur la table une proposition très concrète qu'on va vous dévoiler. Donc ça n'est pas, je ne vais pas vous faire des phrases toutes faites. Vous aurez un exemple illustré et on vous remettra un exemple de grille horaire. Alors, on fait une proposition méthodologique qui allie 3 points importants. D'abord, c'est la philosophie du tronc commun et le respect du travail accompli. La philosophie du tronc commun, c'est quand même une volonté que ce soit mieux pour les jeunes. Il ne faut pas perdre ça de vue. Le deuxième point d'attention, c'est le respect de la DPC et en particulier les activités orientantes, la dimension polytechnique et le numérique.
Donc on a une longue tradition de collaboration au CEGEC avec les gouvernements successifs, donc on n'est pas non plus innocent. On ne va pas vous faire une proposition dont on sait qu'elle ne rentre pas dans le cadre de la DPC. Ce que nous vous proposons, d'après nous, rentre dans le cadre de la DPC. Et le troisième point très important, c'est les échéances et la soutenabilité pour les équipes pédagogiques. Il faut pouvoir penser quelque chose qui est organisable dans les écoles. Si on discute ensemble pour trouver une solution pour le tronc commun, à mon avis, dans 10 minutes, on peut en avoir plein. Mais est-ce que c'est organisable et faisable dans les écoles ? C'est pas certain. On sait que le paradoxe de toutes les questions d'enseignement, c'est que comme tout le monde a été à l'école un jour, tout le monde a son avis, et c'est un avis pertinent. Après, quand il y a l'opérationnalisation, c'est plus complexe. Alors, la proposition, elle est d'une part un schéma de mise en œuvre et d'autre part une grille horaire. Alors, le schéma de mise en œuvre, il est en 4 points. Le premier point, c'est qu'on confirme que la S1 telle qu'elle est prévue dans le code de l'enseignement aujourd'hui sera d'application sans aucun changement. Donc le code de l'enseignement, il prévoit bien que le tronc commun se poursuive. Donc ça veut dire que si vous ne voulez pas faire le tronc commun, il faut changer le code. Donc ça, c'est le premier élément. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que vous voulez absolument que ce soit précisé? On a le temps. Mais non, on n'a pas le temps. En novembre, les écoles vont recevoir les parents, les élèves, pour les informer des cours qu'ils vont pouvoir suivre. Je vous rappelle qu'il y a un décret inscription qui fait commencer les inscriptions au 2e trimestre, que les fameux formulaires uniques d'inscription vont être distribués en janvier à tous les élèves. Donc on n'a pas le temps. Dans les écoles, l'année est lancée, eh bien on prépare la suivante. C'est l'occasion aussi de rappeler que les enseignants qui vont à un moment donné sortir, ils sont formés au nouveau référentiel et au tronc commun. Alors, ce qu'il manque, c'est que les dispositions légales soient prises pour qu'on puisse mettre en face des nouveaux cours qui existent, par exemple l'éducation culturelle et artistique, les bons profs. Vous le savez peut-être, mais en fait, on peut donner des cours en fonction des titres et fonctions. C'est très réglementé. Tout ce travail a été fait dans les différents lieux d'administration. Ce qui manque, c'est les arrêter pour dire telle personne peut donner le cours. Et donc, on peut aussi, comme on a toujours fait dans toute réforme de l'enseignement, il y a ce qu'on appelle des mesures transitoires qui visent à la fois à lier le fait d'avoir les bons profs face aux élèves, mais surtout quand même éviter une partie de casse sociale. Ce serait dommage de faire de la casse sociale alors qu'on n'a pas assez de profs devant les élèves. Évidemment, il y a la question qu'on pourrait vous poser du premier degré différencié. Aujourd'hui, le premier degré différencié accueille les élèves qui n'ont pas de CEB. Ce qu'on demande et qu'on a toujours demandé, c'est une phase transitoire pour ces élèves, mais j'ai envie de dire par rapport à vos préoccupations, c'est peut-être plus anecdotique. Deuxième étape, c'est la création d'un groupe de travail sur le contenu du référentiel FNTTN en 2e et en 3e pour intégrer d'une part les nouveautés numériques. La ministre revient à juste titre régulièrement avec la question de l'intelligence artificielle qui a pris une place incroyable. Moi, je comprends qu'elles disent qu'il faut quand même s'assurer que ces questions-là soient bien dans les nouveaux référentiels. Et c'est vrai que quand ils ont été écrits il y a 2-3 ans, ils n'y sont pas. Donc, ils doivent y être. Par ailleurs, il y a une attention de la part de la ministre et du gouvernement sur la dimension polytechnique. On peut effectivement aller vérifier si ce qui est écrit dans les référentiels contient bien les éléments polytechniques tels que le pouvoir régulateur le souhaite. Un troisième groupe de travail sur la définition des fondamentaux pour les attendus du certificat du tronc commun. Donc à l'issue du tronc commun, il y a un certificat qui est prévu. Les référentiels sont très riches, très denses, beaucoup trop denses. Et quand on voit tout ce que l'école doit faire comme mission, la question c'est de l'espace pour le faire. Nous pensons qu'on peut identifier facilement dans les référentiels les fondamentaux, dire ça c'est absolument fondamental et c'est sur ça que le certificat devra être délivré. Si vous faites ce travail-là, vous donnez aux équipes pédagogiques de l'espace pour faire toute une série d'autres choses en fonction de leur public, de pouvoir aller plus loin avec certains publics, de pouvoir passer plus de temps avec d'autres, de faire des activités orientantes. Et enfin, un dernier groupe de travail, ce groupe de travail, c'est un groupe de travail sur cette fameuse grille de la 3e secondaire en lien avec le post-tronc commun, parce qu'on en parle peu, mais il y a le post-tronc commun aussi. On a changé tout le tronc commun, mais qu'est-ce qu'on fait après en 4, 5, 6 ?
C'est une vraie question. Donc ça, c'est je dirais, le schéma de mise en œuvre. Et puis, on va vous projeter, et je crois que vous l'avez dans le document, une grille. Alors, la grille qu'on propose, d'abord peut-être des clés de lecture. Hein. Vous avez S1, S2, S3. S1, S2, ça, on n'y touche pas. Je rappelle que moi, j'ai entendu au Parlement qu'on expliquait que la DPC prévoyait des choses en S2. Ça n'est pas vrai. Hein. La DPC, j'ai l'extrait si vous voulez, on ne touche dans la DPC qu'à la troisième. Donc, on part du principe qu'on ne touche pas à la S1 et la S2. La colonne S3, c'est la grille, si vous voulez, actuelle. Et puis, vous avez la S3 DPC, c'est la grille qu'on adapterait. Alors là où vous voyez apparaître certaines choses, mais je vois que c'est pas encore la toute dernière version parce qu'on avait surligné des choses. En fait, dans cette grille de S3, on a identifié des cours dont on pourrait modifier le volume. Hein. Alors, dans ces cours dont on pourrait identifier le volume, vous avez le latin, puisque la S3 prévoit normalement 2 périodes, on dit ça pourrait être 0. Vous avez l'éducation culturelle et artistique, vous avez la langue moderne 2 et vous avez la formation manuelle, technique, technologique et numérique, hein, qui est à 2 périodes et qu'on pourrait aussi modifier. Et on a introduit donc un principe, vous le voyez dans la dernière colonne, de fourchette. Donc il pourrait y avoir des choix qui seraient fonction des écoles, de leur patrimoine. Alors, il y a des principes très importants, c'est le même CTC pour tous les élèves. Donc on ne touche pas à ce principe. Fin de troisième, il y a un certificat du tronc commun qui est basé sur tous les cours qui sont communs. Et finalement, vous auriez potentiellement 8 heures de cours qui ne seraient plus communes à tous les élèves. Alors ce CTC, il est délivré sur base, tel que prévu, du travail qui est fait tout au long des années, mais aussi sur une épreuve externe, hein, tel le CEB ou le CE1D actuel. Si des choix sont proposés aux élèves, il y a des préalables. C'est d'abord, ça doit rester un libre choix. Une des critiques qui est faite au système actuel, c'est qu'on ne propose pas des choses orientantes, on oriente les élèves. Hein, vous avez été à l'école, à un moment donné, on vous a peut-être dit, bon, toi, est-ce que tu ne ferais pas plutôt ça? Ici, on garde le principe de dire, l'élève, à un moment donné, il fait un choix. Ces choix, quels que soient donc ses cours, on ne pourrait pas délivrer le CTC là-dessus. Donc si un élève fait un choix d'avoir par exemple du latin et un autre fait du choix d'avoir dans l'école où il est 8 heures de FNTTN, le CTC ne porte pas là-dessus. Hein, et les référentiels sont là à titre indicatif. Vous voyez aussi, je voulais le préciser, FNTTN STEAM. Hein, STEAM, c'est donc les sciences, les technologies, l'ingénierie, l'art et les mathématiques. Donc l'idée, ça n'est pas de rajouter à des élèves ou des maths ou des sciences, c'est plutôt des domaines. Hein. J'attire l'attention des uns et des autres que c'est une grosse demande des secteurs professionnels. Donc quand on nous dit le tronc commun, est-ce qu'il répond aux demandes, la proposition que nous faisons, c'est bien celle-là. Alors dans le document, vous avez aussi un point sur les élèves en grande difficulté. Je pense que ça, c'est quand même une des faiblesses du tronc commun, c'est qu'on a fait le pari que les élèves ne seraient plus les mêmes en sortant de 6e primaire, puisque ils auraient subi le tronc commun. Force est de constater que tous les élèves n'y arriveront pas et qu'il y aura des élèves en grande difficulté. Et que ces élèves en grande difficulté, si on ne prévoit rien pour eux, ceux-là, ils décrochent. Et ça, c'est une catastrophe. Et donc, ce qu'on envisage, c'est que les écoles puissent proposer des dispositifs inspirés de choses existantes. Hein. Dans l'enseignement, quelque part, si vous faites le tour, on a déjà tout fait. Il existe dans l'enseignement secondaire des dispositifs. C'est la 3S2, c'est le module de formation à l'alternance, c'est la 3e polyvalente, qui permettrait d'adapter une grille à un élève en grande difficulté. Le vrai danger de ce type de dispositif, c'est que ça doit être très balisé pour éviter qu'il y ait cet effet de relégation, c'est-à-dire, toi ça va pas, va dans cet endroit-là. Donc, on a prévu cela aussi. Il y a une remarque, c'est qu'il reste une question autour des langues, qui est une question qui sera une question à traiter en elle-même, notamment au regard de l'immersion, au regard aussi de la décision du gouvernement précédent qui a dit, à partir de telle date, tous les élèves vont faire du néerlandais à partir de la 3e primaire. Dans le cadre de la pénurie, dans le cadre de l'immersion, ça posera une série de questions
plus précises. Alors, la volonté, vraiment, c'est d'allier les différents éléments. Et si j'avais une question, 3 questions à poser à la ministre et son partenaire, c'est en quoi notre proposition ne répond pas à la philosophie du tronc commun, en quoi notre proposition ne répond pas à la déclaration de politique communautaire, et en quoi notre proposition ne serait pas soutenable dans un calendrier précis et dans les époques. Je serais curieux d'avoir ces réponses-là. Alors, je n'ai aucune prétention de dire que c'est ça et uniquement ça. Mais en tout cas, ça nous semble une vraie piste de sortie du flou actuel. Voilà. Il y a une 4e petite chose qui est importante de rajouter. En quoi cette proposition n'est-elle pas soutenable sur un point de vue budgétaire? Parce que je vous rappelle que budgétairement, la Fédération industrielle annonce 300 millions d'économies. Donc on ne va pas remettre des moyens, on va en retirer. Le tronc commun prévoyait des économies dans la mise en route de la 3e qui était quand même de l'ordre de 55 à 60 millions. Le CEGEC ne demande pas que l'on fasse pas ces économies. Il dit qu'il faut proposer quelque chose qui fait évoluer le modèle sans pour autant que ça ne coûte à nouveau. Donc cette proposition, elle a aussi cette caractéristique de cadre budgétaire.